Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Laure Hélène Vialon qui travaille dans le GRAP et qui va nous présenter l'histoire et le mode d'organisation des Halles de Oulin. Bonjour. Bonjour. Pourrais-tu s'il te plaît nous présenter l'origine des Halles et qu'est-ce que sont que ces Halles de Oulin, s'il te plaît? Alors à l'origine, la Halle d'Oulin, c'était un projet qui avait pour but d'intégrer une épicerie, un restaurant et un magasin de producteurs, avec des producteurs qui venaient vendre leurs produits au sein du magasin. C'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une coopérative qui avait tout ce petit monde comme sociétaire. Entre-temps, les producteurs ont souhaité arrêter de venir vendre leurs produits au magasin. Aujourd'hui, ils sont en dépôt-vente pour leur production dans le magasin. Mais il y a toujours l'épicerie, le restaurant comme sociétaire de la coopérative et aussi des partenaires divers et variés, dont le GRAP, qui soutiennent le projet. Voilà, c'est un lieu qui est assez atypique parce qu'il y a 800 mètres carrés d'espace de surface, 200 mètres carrés d'espace de vente, plus le restaurant. Et du coup, il y a aussi la possibilité de louer des espaces à des structures. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il y a une dizaine de structures qui se partagent l'espace. Donc c'est vraiment un petit hub économique à côté de Lyon où les entrepreneurs peuvent développer leur activité. D'accord, et donc les entreprises ou les individus qui louent des surfaces dans ce hub, est-ce qu'ils appartiennent à la gouvernance des Halles et de la SIC? Non, ils n'appartiennent pas à la gouvernance du lieu, à part sur vraiment des questions qui sont de l'ordre vraiment de la gestion des communs, mais ils ne font pas partie du sociétariat de la coopérative aujourd'hui. Mais ça pourrait être envisagé à l'avenir. Et est-ce qu'ils sont tous impliqués dans le secteur de l'alimentation? Plus ou moins, directement ou indirectement. La seule activité qui n'est pas directement impliquée, c'est une personne qui fait de la prestation de services en logistique et qui a son activité indépendante et qui travaille dans l'alimentaire, mais pas que. D'accord. Et tu disais du coup que les producteurs avaient été d'abord partie prenante du projet et que maintenant ils étaient en dépôt-vente. Est-ce que ça a une implication sur les prix de vente des produits qu'on voit par exemple ici? Ça a eu forcément une implication puisqu'ils venaient vendre leurs produits. Donc la main-d'œuvre, toute la partie main-d'œuvre, en fait, c'était eux qui l'amenaient. Donc pour les produits qu'ils apportaient, ils avaient un prix de vente qui était un peu inférieur puisque leur charge était réduite de toute cette partie de commercialisation. Aujourd'hui, en dépôt-vente, la marge elle est plutôt similaire à celle d'un produit d'épicerie classique, si ce n'est qu'il n'y a pas de perte, de ratio de perte qui est intégré puisque c'est les producteurs qui sont responsables de leurs produits jusqu'à la vente. Et je crois que si c'est toujours le cas, il y avait une commission sur le dépôt-vente qui était plus faible si les producteurs venaient vendre leurs produits, proposer des animations, des dégustations, etc. D'accord, ok. Donc du coup là, aujourd'hui, si j'achète des courgettes ou plutôt des choux ici par rapport à une épicerie ou par rapport à un marché, il va y avoir une différence de prix pour le consommateur et pour le producteur? Le producteur choisit toujours son prix de revient, son prix de vente. C'est lui qui est responsable en dépôt-vente du prix qu'il affiche. Donc tout dépendra de sa politique commerciale. D'accord, c'est lui qui décide. En dépôt-vente, c'est le producteur qui fixe son prix de vente et le magasin qui distribue a une commission sur la vente. Il y a une chose ici qui est surprenante, c'est que en fait, c'est un grand espace où il y a à la fois une épicerie, de la restauration, des traiteurs, et on voit tout cet espace-là. Est-ce que les clients, est-ce que c'est difficile déjà d'organiser cette promiscuité et est-ce que c'est bénéfique pour l'activité et pour les clients? Alors, est-ce que c'est difficile? Ça demande toujours un petit peu d'ajustement, comme toute la gestion de commun. Mais je pense que ce n'est pas des difficultés qui sont insurmontables. Je trouve que c'est quelque chose de très vivant. Les clients sont très contents de voir la cuisine. Ça met un dynamisme. Le matin, il y a vraiment une ambiance qui est super sympa quand la cuisine est en route, que les cuisiniers savent faire à leur cuisine. Moi, je trouve qu'il y a vraiment des synergies de ce fait-là. Et d'ailleurs, le samedi, la cuisine n'est pas là. Et j'ai toujours trouvé que le samedi, c'était une journée qui était particulière parce qu'il manquait justement cette partie-là qui était vivante.
Et à midi, quand il y a tous les clients qui prennent leur repas en temps normal, hors contexte sanitaire, c'est vrai que c'est hyper, ça remet une ambiance qui est vraiment particulière qu'on ne retrouve pas dans un magasin qui n'a pas de restaurant. D'accord. Voilà. Et est-ce que tu sais s'il existe beaucoup d'espaces comme les Halles d'Oulin en France, ou est-ce que tu as vu beaucoup d'espaces comme celui-là Alors il y a des espaces qui existent. Je ne sais pas sous quelle forme ils sont montés, est-ce qu'ils sont en coopérative comme nous ou pas. C'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Justement parce que les clients ont un attrait particulier, ça crée une dynamique vraiment particulière sur la consommation. Parce que les gens peuvent venir manger à midi et faire leurs courses en même temps. Et je pense que c'est des lieux qui ont tendance à plutôt se développer, et j'en ai vu plusieurs, notamment à Paris. Mais par contre, je ne sais pas s'ils sont en coopérative comme ici. Justement, qu'est-ce que ça signifie être en coopérative ? Être en coopérative, ça veut dire gérer un lieu de 800 mètres carrés ensemble avec tout ce que ça peut vouloir impliquer en termes de décision de gestion, de priorité. C'est vraiment prendre les décisions ensemble, partager les responsabilités aussi du lieu. Et du coup, ça permet vraiment aussi de se caler sur des objectifs communs. Quand on a deux activités qui sont différentes, comme un restaurant, une épicerie ou un magasin de producteurs, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes objectifs. Et le fait d'avoir une cogérance partagée, ça permet vraiment une meilleure compréhension des enjeux des uns et des autres, et une prise de décision, une mutualisation, une solidarité qu'il n'y a pas forcément dans une autre forme de structure, je pense. Laure-Hélène, je voulais maintenant que tu nous parles au sein des Halles. Je crois que vous avez mis en place une solution de logistique collective qui s'appelle Colibri. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne ? Oui, alors Colibri, c'est un service de livraison. Ils ont leur stock à la Super Halle, derrière dans l'entrepôt, là où il y a justement de la place. C'est un service de livraison mutualisé entre toutes les activités de Grappe. Donc en fait, le principe, c'est qu'une épicerie, si elle le souhaite, peut proposer aux autres épiceries de Grappe les produits d'un producteur qu'elle apprécie particulièrement. Elle propose une commande groupée, elle va recueillir tous les besoins, envoyer la commande au producteur, elle réceptionne la marchandise, et nous, on a un service de livraison qui passe pour récupérer cette marchandise et lui livrer la commande que les autres épiceries ont pu passer pour elle. Et du coup, c'est un service qui fonctionne avec toutes les épiceries du groupe. Et donc ça veut dire que les halles servent de lieu de stockage oui, des marchandises. Et qui s'occupe des livraisons, comment c'est pris en charge en fait ? On a 2 livreurs qui travaillent à temps partiel sur l'activité avec un camion. Les livraisons, donc on a plusieurs territoires dans le Grappe, on en a 4. Et les livraisons, elles se font en général 2 fois par mois sur les territoires les plus éloignés d'ici. Et sur le territoire proche, elles se font 2 fois par semaine. Et du coup, les livreurs, ils travaillent à temps partiel, ils sont salariés des halles, de Grappe. Comment ils sont employés et par qui ? Alors c'est des salariés de Grappe. En fait, au départ, c'était des entrepreneurs qui avaient monté leur activité de livraison à destination des professionnels. Ils ont décidé d'arrêter cette activité, et c'était devenu un service tellement important pour les épiceries de Grappe d'avoir ces produits-là en circuit court que du coup, on a décidé de les salarier. D'accord. Alors là, tu as répondu, mais d'où est venue la nécessité de construire cet outil-là ? Et en fait, quel est l'intérêt d'abord pour les producteurs en fait ? En quoi c'est un atout, ou quel est l'intérêt pour les producteurs d'utiliser cet outil-là ? En fait, au départ, les activités s'échangeaient beaucoup de produits de manière informelle, de manière personnelle. Du coup, quand le projet s'est créé, elles ont souhaité faire livrer les produits par ce système de livraison. Et en fait, aujourd'hui, ça leur est devenu indispensable parce que ça permet vraiment d'augmenter la part des circuits courts chez les épiceries. Parce qu'on ne peut pas mettre en place de centrales d'achat comme il peut en exister dans d'autres magasins. Et pour les producteurs, l'avantage, c'est qu'en fait, on réduit vraiment leur temps de livraison et leur coût de livraison, puisqu'ils vont livrer en un seul point pour toucher une trentaine d'activités. Donc on leur demande une contribution financière qui est de l'ordre de 3% du chiffre d'affaires des produits transportés, alors qu'en moyenne, ça peut leur coûter jusqu'à 10 ou 20% du coût de revient de leurs produits. Vous avez fait ce calcul-là de différence de coût ? Oui, en moyenne, c'est une moyenne. Oui, mais
vous avez vu que en fait, c'était en mettant en place cette structure-là, ça permettait d'abaisser les coûts de transport. Et puis de notre côté aussi, on a des épiceries qui ont parfois du mal à s'approvisionner en direct auprès des producteurs en fonction de la région où elles se trouvent, des contraintes d'accès à leurs magasins. Et c'est aussi une façon pour nous d'être plus attractifs envers les producteurs. Parce que sur le bassin de la région Rhône-Alpes notamment, on a parfois des difficultés à s'approvisionner, sur certaines filières en particulier, mais aussi quand on est dans une agglomération comme Lyon, avec des temps de trajet qui sont importants pour les producteurs. D'accord. Et cette solution logistique, est-ce qu'elle concerne aussi des produits manufacturés comme ça, par exemple? Oui. Ou est-ce que ça concerne que des produits locaux? Alors c'est des produits locaux, artisanaux ou de produits bruts tels que des fruits et légumes. Il y a aussi des échanges qui se font entre épiceries sur des commandes mutualisées quand elles ont du mal à atteindre le volume suffisant pour passer une commande auprès d'un fournisseur. Ça, c'est vraiment de la solidarité entre activités pour permettre aux petites épiceries d'avoir une gamme attractive comme celle des grosses épiceries. D'accord. Et pour mettre en place tout ce système logistique, je suppose qu'il y a besoin de beaucoup de coordination pour pouvoir se coordonner entre les différentes épiceries, etc. Est-ce que vous utilisez une solution technique ou une solution informatique pour coordonner toutes ces demandes? Alors justement aujourd'hui, les flux de communication passent par un outil qui est en logiciel libre, un outil de forum en logiciel libre. Donc il y a des canaux de discussion pour tout plein de sujets pour que les épiceries puissent échanger entre elles. Et pour l'instant, on est sur des fichiers Excel, des fichiers de tableurs partagés pour le passer les commandes. Et on est en train de développer une solution informatique qui serait adossée à notre ERP Odoo, et du coup qui est aussi un logiciel libre qu'on développe en interne, qui permettrait de regrouper l'intégralité de ces commandes et d'en sortir des bons de livraison et de calculer les tournées pour les livreurs. D'accord. Donc on a bien compris que les halles de Houlin, à travers ses activités, mais aussi Colibri, c'est un moyen pour de favoriser en fait le développement et le changement d'échelle de système alimentaire. Mais vous qui l'avez expérimenté, est-ce que ce changement d'échelle, il menace pas les valeurs qui poussent l'organisation et qui animent votre projet? Ça, c'est une question qu'on se pose très régulièrement. Parce que la taille fait souvent peur. Au niveau de Colibri aujourd'hui, comme je disais, c'est qu'on avait 2 tournées par mois sur la majeure partie des territoires. Et aujourd'hui, on est en train d'étudier une territorialisation de la logistique, du coup pour la décliner aussi à petite échelle sur chaque territoire pour permettre de s'échanger plus de produits. Donc quelque part, en fait, le changement d'échelle sur la logistique, ça va permettre d'aller plus loin et de fournir un meilleur service encore sur les territoires. Et le but aussi vraiment, c'est d'arriver à déléguer un maximum de prise de décision et de gouvernance sur chaque territoire pour plus considérer les choses uniquement d'un point de vue global, mais aussi tenir compte des spécificités de chaque territoire et d'adapter la logistique et la gouvernance sur chaque territoire. Donc les halles, c'est un moyen de faciliter, de développer, de favoriser les circuits courts alimentaires et l'approvisionnement local et la rémunération des producteurs, je suppose. Dans quelle mesure vous parvenez à satisfaire des budgets de consommateurs plus modestes et à intégrer des problématiques de consommation pour des personnes qui ont un budget plus réduit? Est-ce que c'est possible d'intégrer ces problématiques-là? Alors c'est possible dans une certaine mesure. C'est difficile dans l'absolu d'avoir des prix vraiment réellement accessibles. Qu'aujourd'hui, on rémunère, la marge qu'on fait sur les produits sert juste à rémunérer les charges fixes et les salaires assez modestes des personnes qui travaillent dans les lieux qui sont animés par des épiceries. Par contre, il y a des solutions et c'est vrai que les circuits courts, c'en est une. On réduit vraiment fortement le nombre d'intermédiaires, on commande au maximum en direct. Souvent, les épiceries ont au moins 100 fournisseurs avec qui elles travaillent en direct justement pour réduire tous ces coûts d'intermédiaires. Et puis aussi la distribution de produits en vrac, qui est aussi une solution pour baisser le budget, puisqu'en général, le vrac, on estime que les produits sont 15% moins chers que des produits emballés en moyenne. Donc par les circuits courts et le vrac, on arrive quand même à baisser les prix par rapport à d'autres chaînes de distribution alimentaire classiques. En fait, dans le secteur de l'alimentation, on sait qu'il y a des difficultés de recrutement.
particulièrement dans la restauration, mais aussi peut-être dans la distribution. Est-ce que vous avez rencontré ce type de difficulté-là? Et est-ce que c'est difficile plus largement de travailler dans des systèmes alimentaires alternatifs en termes de rémunération, en termes de recrutement, etc. etc. Alors, on n'a pas particulièrement de problème de recrutement. Je pense que le métier d'épicier aujourd'hui, tel qu'on le vit nous, c'est vraiment une filière de reconversion. Donc on a beaucoup de profils de personnes qui souhaitent changer de métier, donner du sens à leur métier et qui s'orientent dans des coopératives qui travaillent dans l'alimentaire. Aussi, les écueils qu'il peut y avoir, c'est qu'on se fait une idée du métier d'épicier qui est très sympa, mais c'est vrai que dans la vie, c'est un métier qui est quand même assez difficile. Donc parfois, il y a des personnes qui abandonnent ou qui préfèrent changer. Mais globalement, on n'a pas de problème de recrutement. Aussi parce qu'on est dans des systèmes de coopératives où les personnes ont leur mot à dire, ont un pouvoir d'agir dans la structure. Et où du coup, en donnant ce pouvoir d'agir aux personnes, on augmente déjà, il y a une dimension d'éducation populaire qui est assez forte. Donc on ne vient pas juste chercher un métier de reconversion, on vient aussi chercher de mettre sa pierre à l'édifice d'un système un peu plus global. Et après, c'est sûr que les revenus sont en général plus modestes peut-être que dans d'autres secteurs, mais je ne pense pas plus que dans d'autres secteurs de distribution alimentaire. Par contre, en coopérative, on peut aussi avoir une influence sur le niveau de salaire qu'on se verse. Et on est le pilote de son activité, donc on peut décider d'augmenter la marge pour mieux se rémunérer, au contraire de la baisser pour rendre les prix plus accessibles et créer des emplois. Donc il y a vraiment la notion de pouvoir d'agir, je pense, qui rentre en compte dans les coopératives alimentaires, qui est différente des autres structures de l'alimentaire classique.